Bienvenue sur leur FM 100.9, c'est le retour de rendez-vous avec la politique cette semaine, plusieurs rendez-vous avec la politique qui sont suivis puisqu'on a eu Georges Ziegler, président du conseil départemental, on a eu Jean-François Barnier, le maire du Chambon-Feugerolles, et là on se fait la deuxième ville du département avec Yves Nicolin, le maire de Roanne. Gilles. Bonjour, j'ai envie de vous dire le retour parce que on a de la chance. Moi je vais même vous donner un petit coup de chapeau, monsieur Nicolin, parce que grâce à vous, cette émission elle a décollé. Alors je m'explique, vous êtes venu au tout début en janvier 2016, si je ne dis pas de bêtises, et on avait un petit peu un manque de crédibilité, je vais dire, entre guillemets. Et depuis votre venue, tout le monde a enchaîné, on a eu tous les maires de toutes les villes de la région, du département, et donc on vous doit, j'ai envie de vous dire, un grand merci. Et d'ailleurs, Nicolas, j'ai des nouveaux locaux. Dans des nouveaux locaux. Et d'ailleurs, à ce sujet, pour vous remercier, on a demandé à votre attaché de venir avec un petit dossier de subvention pour qu'on... Voilà, donc vous êtes ici pour un deuxième passage. Vous étiez venu en 2016, depuis en deuxième semaine. Alors. Voilà, on peut dire que à Roanne ça bouge, il se passe beaucoup de choses. Et puis on reviendra aussi sur tout ce qui est politique, puisque quand vous étiez venu la dernière fois, vous étiez député, vous n'êtes plus député. Aujourd'hui, vous êtes maire de Roanne et président du Roannais Agglomération. Je dis pas de bêtises ? C'est ça. Très bien. Alors, je vous ai aussi invité parce qu'on a vu passer quelque chose sur les réseaux sociaux. On a vu que, d'après ce que j'ai compris, il y avait une radio-rumeur à Roanne, puisque vous avez dû mettre les points sur les i concernant votre vie privée suite à des rumeurs persistantes. Alors, on va peut-être commencer un peu avec le sourire. Oui, maintenant, je le regarde ça avec du sourire, mais c'est vrai que c'était un petit peu agaçant, persistant. Vous savez, il y a des gens qui n'ont rien d'autre à faire que de parler des autres sans les connaître. J'ai vécu ça. Et voilà. Et donc, quand on parle de vous en disant à droite et à gauche, mais vous savez que la femme du maire est partie, vous savez que le maire est malade, vous savez qu'il va pas terminer son mandat, bref, tout un tas de bêtises. C'était un peu comme quand ça enfle, voilà, quand ça enfle, je suis pas président de la République, en tout cas pas encore. Quand ça enfle, eh bien, forcément, à un moment donné, ça agace. Alors, je voulais pas faire une conférence de presse, donc j'ai utilisé mon compte Facebook et j'avoue que ça, j'ai voulu le faire un petit peu avec humour, et puis surtout en donnant un message à ceux qui répandaient ce genre de rumeurs en disant qu'ils aillent se faire voir. Mais je rassure tout le monde, ma femme va bien, nous nous aimons bien, tout se passe bien, je suis en très bonne santé et mon mandat je vais le terminer, peut-être même on verra plus tard. Quand on réagit là comme ça, aujourd'hui on le prend avec humour, avec sourire, mais est-ce que ça vous touche quand même ? Oui, parce que forcément, il y a des rumeurs qui touchent votre entourage. Je vois par exemple mes parents, des amis proches qui disent « Mais est-ce que c'est vrai ? Est-ce qu'il n'y a pas de fumée sans feu ?» Vous savez, ce célèbre adage « Il n'y a pas de fumée sans feu », ce qui ne veut rien dire du tout. Mais bon, d'ailleurs, il peut très bien y avoir de la fumée sans feu. Il y en a qui sortent de toutes les cheminées comme ça. Et par conséquent, il faut arriver à couper court à ces rumeurs qui, de toute façon, ne sont pas saines. Alors, donc, tout va bien. Tout va bien, donc on est rassuré. On va parler donc de la ville de Roanne. Nous, on est ici, encore une fois, je le dis, on est à Saint-Etienne, on s'appelle Loire FM, donc on regarde un petit peu ce qui se passe dans tout le département. Et vous faites bien. Et moi, je vois qu'à Roanne, il se passe beaucoup de choses. Alors, on va revenir sur beaucoup de points. J'ai vu notamment qu'on bouge au niveau de l'urbanisme aussi. On construit pas mal de choses. Il y a des nouveautés. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus de tout ce qui change, tout ce qui se développe à Roanne si vous voulez, Roanne est une ville comme Saint-Etienne, qui est une ville industrielle, qui a beaucoup souffert jusque dans les années 80. Et nous souffrons de cette image qui n'est plus la réalité, mais qui persiste là encore. Lorsque vous allez à Lyon, les gens vous parlent encore d'une ville de Roanne qui était peut-être la réalité il y a 20 ans, 30 ans, mais aujourd'hui c'est plus tout la même chose. Donc pour pouvoir changer cette image, il faut concrètement faire évoluer physiquement la ville. Et c'est la raison pour laquelle nous essayons de la transformer, en construisant, en rénovant, en remplaçant, démolissant. Et tout cela donc faisait partie de notre programme en 2014. Et il y a bien évidemment une certaine inertie lorsqu'on lance des grands projets. Nous avons 2 grands projets en centre-ville. Il faut le temps. On a un grand projet qui est le centre commercial Sudi de centre-ville. Il a fallu acquérir 2 hectares en centre-ville. Donc ça prend du temps, négocier avec les propriétaires. Ensuite, il faut étudier donc tous les bâtis existants pour voir comment est-ce qu'on va les démolir, quels sont les problèmes de pollution, de désamiantage, de déconstruction. Donc aujourd'hui, on arrive au bout du bout et donc là, les choses vont vraiment démarrer avec des travaux qui vont s'engager, qui vont être extrêmement visibles et une ville qui va voir les grues se multiplier. Donc ça, c'est extrêmement important et c'est vrai que du coup, la ville change. Elle
est en train de bouger. C'est pas aussi un petit peu un risque électoral quand on a toutes ces grues dans sa vie? Vous savez, moi je n'ai jamais... Les gens ils commencent à râler. Oui, mais moi je n'ai jamais fait construire mes mandats avec la peur de l'électeur. Si vous commencez à avoir peur de l'électeur, du qu'en dira-t-on, du si on fait ceci, qu'est-ce qui va se passer, vous ne faites rien. Alors c'est peut-être très bien pour se faire réélire, mais moi je n'ai pas été élu pour me faire réélire, j'ai été élu pour transformer ma ville, créer de l'emploi, la faire évoluer, la moderniser. Donc je fais et je me soucie peu des conséquences électorales derrière. Je fais ce que nous croyons faire, par contre on ne fait rien à la légère. On ne lance pas un projet sans en avoir mûri, étudié, toutes les conséquences d'ailleurs qui peuvent suivre derrière. Les études de marché, savoir si on avait la capacité. J'ai lancé des grands projets la première fois où j'ai été maire, on a fait le multiplex, on a dit ça marchera jamais. Il va ruiner la ville, il va l'endetter, il va augmenter les impôts. Ça n'a pas été le cas et ça fonctionne. On a fait le Scarabée, on nous a dit ça marchera jamais à Roanne et ça marche. On a construit un hôpital, oh là là c'est une catastrophe, il y a un fiasco. Aujourd'hui cet hôpital fonctionne bien. Donc aujourd'hui nous étudions vraiment à fond les grands dossiers, les grands chantiers, mais nous sommes là pour transformer cette ville et je suis quand même le premier maire de cette ville à pouvoir pris des engagements de baisse d'impôts, de baisse de la dette et par conséquent de réussir à faire ces investissements en baissant les impôts et en baissant la dette. Vu de votre siège, j'allais dire de maire, qu'est-ce que pour vous la ville avait besoin là? Vous avez parlé d'hôpital, de cinéma. Elle a besoin d'un coup de jeune, elle a besoin de croire à nouveau en son avenir. Elle a besoin de commerce, elle a besoin de quoi? Elle a besoin bien évidemment de moderniser son offre commerciale parce que les comportements des acheteurs dont nous faisons partie ont changé. On n'achète plus sur Internet. On a besoin d'avoir aussi de nouvelles marques, de nouvelles enseignes en ville. Et jusqu'à présent, eh bien, tous nos prédécesseurs faisaient en sorte de développer uniquement le commerce en périphérie des villes, ce qui a tué les centres-villes. Eh bien, nous avons décidé de faire le contraire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a gelé toute possibilité d'ouvrir de nouveaux commerces en périphérie. La zone de Carrefour, Amabli, la zone de Leclerc à Riorges, c'est fini. On a gelé tout ça pour, au contraire, envoyer le message nationalement que les ouvertures d'enseignes, elles se font désormais en centre-ville. Et ça marche. Aujourd'hui, nous n'avons plus, dans notre projet de centre commercial de centre-ville, où nous avons créé 12 000 m² de surface commerciale nouvelle, on a plus de demandes de nouvelles enseignes que nous aurons la capacité d'en absorber. Donc c'est une bonne chose et ce sont des commerces qui ne seront pas concurrents des commerces de centre-ville que nous avons dans nos rues piétonnes. Quel est un peu le cahier des charges qu'on demande à ces nouvelles enseignes qui vont arriver justement dans le centre-ville? Est-ce qu'il y a des choses précises qu'on leur demande pour être en adéquation avec son on sait par exemple qu'on a des besoins dans, par exemple, le commerce, ce qu'on appelle de la maison, contrairement au commerce de la personne. Les vêtements, nous avons largement de quoi faire. Par contre, en termes d'équipement des biens de la maison, on a des besoins encore qui ne sont pas satisfaits. Et puis, on sait aussi quels sont les nouveaux modes de consommation. Donc, il faut avoir des enseignes qui correspondent au goût du jour. Donc, on travaille sur ces sujets-là. Et puis, on sait aussi que les gens qui veulent habiter en ville aujourd'hui, ils ont besoin de plus d'espace verts, de tranquillité, de sécurité. Donc, ce que nous reconstruisons, quand on reconstruit la ville sur la ville, on prend en compte tout cela. On fait, par exemple, on va refaire tous les bords de Loire, donc à proximité du centre-ville. Et là, on aura, je dirais, vous savez, vous voyez tous la place Bellecour. Nous sommes en train de traiter l'équivalent en surface de la place Bellecour à Roanne. Et c'est un projet de 10 millions d'euros. Et d'ici moins d'un an, eh bien, nous aurons terminé ces travaux. Un petit peu plus d'un an, nous aurons terminé ces travaux. Et là, on aura de magnifiques espaces verts en bord de Loire. Dans les centres-villes, vous voyez plutôt le retour du commerce, qu'on parlait de la maison. Est-ce qu'on n'a pas aussi besoin d'un grand retour de culture aussi dans le centre-ville? On a besoin aussi de culture, ça c'est prévu également puisque nous avons un projet donc avec le musée et puis on a besoin aussi de permettre aux gens de pouvoir vivre de façon plus agréable. La qualité de vie doit être quelque chose de très important. Et nous avons comme à Saint-Étienne une population qui est aussi vieillissante et il faut qu'on adapte aussi nos travaux à la population vieillissante. Moi j'ai des parents qui ont 92 ans. On ne vit pas de la même manière à 80, 90 ans qu'on vit lorsque nous avons 50 ans. Et par conséquent, il faut adapter, avoir des bancs un peu plus souvent, de façon à ce que les personnes âgées puissent se reposer, etc. Il faut tenir compte aussi des besoins des jeunes. Donc tout cela, il faut le penser, et on pense la ville de demain comme cela. Mais avec Gaël Perdriau, nous avons les mêmes avis sur ces sujets-là. Nous travaillons de la même manière. Quand on parle aussi de centre-ville, et moi, beaucoup de fois, j'ai parlé avec des gens, la sensation qu'on a, c'est qu'on a un peu un problème, c'est de stationnement. Les gens ont peur d'aller dans le centre-ville, ils ont peur de trouver peut-être la bonne rue, peur de trouver pas de place, peur d'avoir une amende. C'est peut-être plus vrai à Saint-Étienne qui est une plus grande ville que Roanne. Et comment ça se passe là aussi au niveau du stationnement? Est-ce qu'on prévoit des places pour que les gens puissent venir se garer?
Est-ce qu'on prévoit des parkings en périphérie? Comment on fait à Roanne? Non, alors on n'est pas sur une ville suffisamment importante pour prévoir des parkings de périphérie. Par contre, nous avons d'abord dû continuer à développer le déplacement en mode doux, aussi bien les piétons, les vélos, et puis donc aussi les transports en commun, bien évidemment. Mais nous souhaitons conserver l'accès des Rouennais au sens large au centre-ville en voiture. Donc nous avons créé plus de 1000 places de stationnement depuis que nous sommes arrivés. On n'a pas construit de parking, simplement on a mieux organisé les places. On les a optimisées de façon à avoir plus de places de parking. Dans tous nos projets, nous allons créer de nouveaux parkings. Place de la Loire, on rénove, il y aura un grand parking pour permettre justement aux gens d'aller sur ces espaces-là. Le projet Foch-Sully, donc de commerce centre-ville, nous allons créer un parking de plus de 400 places qui sera un parking souterrain. Et puis aussi, on est la première ville de la Loire et même de tout Rhône-Alpes à avoir autant investi dans les transports en véhicules électriques. Aujourd'hui, nous avons maillé l'ensemble de l'agglomération avec des bornes de recharge de véhicules électriques. Aujourd'hui, à Roanne, le stationnement de tous les véhicules électriques est gratuit partout. Ce qui n'est pas le cas dans beaucoup d'autres villes. Et donc, on essaie aussi de développer ça parce qu'on est bien conscient qu'il faut moins de pollution au centre-ville, mais il faut quand même continuer à faire en sorte que les gens puissent venir dans nos villes moyennes en voiture. Parce que si on les contraint trop, c'est pas compliqué, ils ne viendront plus faire leurs courses en centre-ville, ils les feront sur Internet. Qu'est-ce que vous pensez? On est dans un débat aussi de transport en commun. Aujourd'hui, on entend de plus en plus des transports en commun gratuits. Quel est votre avis à ce sujet? Nous, c'est une opération, une équation qui est impossible. Aujourd'hui, il faut savoir que le ticket de bus à Roanne Agglomération, c'est 1,35 €, alors que le coût du voyage est de l'ordre de 9 €. Donc on demande très peu à la personne qui prend le bus, alors que ce soit un ticket, que ce soit un abonnement, les scolaires, mais on ne peut pas non plus se passer de cette recette parce que l'État nous ayant baissé nos dotations, nous avons des ressources qui sont beaucoup plus limitées et aujourd'hui donc on ne peut pas aller là-dessus. Par contre, on est en train de travailler sur d'autres sortes de gratuité. En ce moment, j'ai lancé un débat notamment sur la culture et faire en sorte que nous puissions prendre la compétence culture au niveau de l'agglomération. Nous avons par exemple 3 médiathèques, une à Mably, une au Coteau, une à Roanne. Je voudrais que l'on puisse avoir, et puis des tas de petites bibliothèques dans les communes rurales. Je voudrais qu'on ait un seul service avec des équipements qui soient fédérés et dans lesquels chaque Rouennais puisse avoir une carte médiathèque et puisse aller dans n'importe quel établissement. Et là, par contre, on va aller, je pense, vers la gratuité. Parce qu'il faut ouvrir notamment les nouvelles générations aux livres. Et la gratuité, c'est le meilleur moyen de les pousser à les lire. Parce qu'ils se passent trop de temps sur les tablettes. J'en sais quelque chose, j'ai un fils qui a 14 ans. Vous avez parlé des dotations, c'est un peu la question qui revient chaque fois qu'on a un maire. Ça a changé quoi pour vous dans votre ville, la baisse des dotations? Est-ce que c'est des choses qui ont été coupées, qui ont été oui, bien sûr, gelées ou alors on fait avec d'autres moyens? Nous avons dû d'abord nous réorganiser, nous avons dû penser autrement et tous les services, c'est-à-dire les fonctionnaires de la ville, ont appris à voir les choses différemment. Il faut reconnaître que jusqu'à la baisse des dotations qui ont été décidées par le gouvernement Hollande, les villes vivaient plutôt, je ne veux pas dire grassement, mais elles vivaient plutôt bien. Bon. Et donc, quand on vit bien, on ne fait pas attention à dépenser mieux. En tout cas, on ne le fait pas suffisamment. Donc nous, ça nous a bien évidemment obligés à rationaliser les choses. Mais aujourd'hui, vous savez, nous avons réussi à faire beaucoup d'économies en termes de fonctionnement. Mais comme je le fais à Roanne, d'ailleurs Laurent Wauquiez fait la même chose à la région, nos économies de fonctionnement nous permettent d'investir davantage, parce que c'est par l'investissement qu'on transformera nos territoires, nos villes, nos départements et nos régions. On manque dans nos territoires, contrairement par exemple à la région parisienne, d'investissements structurants. Il faut rattraper ce retard. Pour cela, il faut dégager des marges de fonctionnement pour pouvoir investir. On avait un programme, on va un peu le bousculer. Vous venez de parler de la région. Quel est comment travaillez-vous avec le département et avec la région? On travaille vraiment en totale confiance et je dois dire que avec Bernard Bonne qui était l'ancien président, nous travaillons déjà en très bonne confiance. Bernard Bonne est un ami, Georges Ziegler est un ami, on arrive à s'entendre et à faire comprendre nos besoins parce que lorsqu'on est à Saint-Étienne, on ne sait pas forcément que l'investissement que la ville de Roanne, que la commune d'Ambierle va faire est vraiment pertinent. Eh bien, cette confiance nous permet d'aller beaucoup plus vite. Avec la région, c'était très compliqué. La région sous Jean-Jacques Hirane, sous les socialistes, c'était une région qui n'en avait que pour les grandes villes. On est des Saint-Étienne, on est des Lyon, on est des Grenoble, mais par contre le reste du territoire était quand même largement oublié. Il faisait des choses, mais beaucoup moins. Et aujourd'hui, je dois reconnaître qu'avec Laurent Wauquiez, les choses ont fondamentalement changé. Et Laurent Wauquiez nous accompagne énormément dans nos projets, notre projet de centre commercial Sully, dans nos projets donc d'aménagement des bords de Loire. Sans cela, on n'aurait pas pu aller aussi vite. Donc Laurent Wauquiez a bien compris qu'il fallait réduire le train de vie de la région.
pour pouvoir mettre cet argent économisé sur l'investissement et permettre à toutes les communes du département de pouvoir investir. La ville de Roanne fait partie de ces communes. On a des gros besoins, nous, aussi en investissement. Et je dois reconnaître que nous n'avons jamais été autant aidés par la région que depuis que Laurent Wauquiez en assume la présidence. Pour ce qui est du fonctionnement, est-ce qu'il y a des règles ou alors c'est bien établi? Quand on a un dossier, on passe par le département, on passe par la région? Comment ça se passe? Ça dépend des compétences de chacun. Bien sûr, il y a des secteurs, je vous donne un exemple, quand on va investir dans une école, reconstruire une école, moderniser une école, c'est pas le secteur du département. Donc on sait très bien que ça ne sert à rien d'aller demander de l'aide du département, on n'en aura pas. Par contre, il y a des sujets sur lesquels le département, parce qu'il l'a décidé, souhaite aller. Et là, à ce moment-là, si nous avons un dossier qui concerne une des compétences du département, on va voir le président du département, on va voir l'un des vice-présidents, on regarde avec eux, on monte le dossier ensemble, on ne leur apporte pas un truc tout ficelé, on travaille en amont. On monte ensemble le dossier et là, nous sommes effectivement accompagnés. Vous avez parlé de région socialiste avant. Oui. Est-ce que le fait d'être de la même couleur de la majorité du département aujourd'hui et de la région, c'est plus facile? C'est plus facile dans les relations entre les élus. Vous savez, Laurent Wauquiez, comme Georges Ziegler, ils aident les communes quelle que soit la couleur politique. Ce qui est logique. Mais ce qui est logique. On est tous français. Mais c'était pas toujours le cas. Hein. Ouais. C'était pas toujours le cas. Mais par contre, ça facilite effectivement les relations. Georges Ziegler, Laurent Wauquiez sont des amis. Donc, je veux dire, on travaille ensemble plus facilement. On se passe un coup de fil, on s'envoie des textos, on fait avancer les dossiers plus rapidement et vraiment, on les fait avancer dans la confiance. Est-ce que, vu de Roanne, j'ai envie de vous demander, quelle est pour vous la vue que vous avez de Saint-Étienne? Sachant que Roanne et Saint-Étienne, on est plutôt tourné vers Lyon et non pas l'une vers l'autre. Comment vous avez quelle vision de Roanne, de la grande ville? Vous avez dit qu'on était une grande ville, de la grande ville stéphanoise. Mais d'abord, Saint-Étienne est une ville qui a connu un peu les mêmes affres que nous, les mêmes difficultés, et donc on se retrouve dans cette analyse qui est commune, que nous avons, Gaël Perdriau et moi, par rapport à cela. Après, nous avons bien évidemment des différences. Nous sommes effectivement Rouennais plus tournés vers Lyon que nous sommes sur Saint-Étienne. Bon, Saint-Étienne est naturellement aussi tourné vers Lyon, et c'est important. C'est juste une question de géographie? C'est une question d'histoire, de géographie, de sociologie. Vous savez, les Rouennais sont tournés vers Lyon pour une raison simple, c'est le textile qui a fait cela. C'est la route de la soie qui a amené les Rouennais à aller plus facilement vers Lyon que vers Saint-Étienne. Et puis depuis, ça s'est vraiment poursuivi. Moi, je le dis souvent, je suis né à Roanne, j'ai passé toute ma scolarité à Roanne. La première fois que je suis venu à Saint-Étienne, j'avais 20 ans. Alors que j'allais à Lyon depuis tout petit. Donc c'était pas une vision particulière, mais naturellement, on allait effectivement plus facilement vers Lyon. Maintenant, nous appartenons au même département et nous sommes extrêmement solidaires. Moi, je suis très solidaire de Saint-Étienne, comme j'espère, je sais que Saint-Étienne est solidaire de Roanne. Aujourd'hui, Saint-Étienne se bat pour la 45. Nous nous battons aux côtés de Saint-Étienne pour la 45 parce que Saint-Étienne s'est battu à notre côté pour obtenir la 89 qui aujourd'hui nous favorise. Donc nous avons des destins qui sont liés et nous avons intérêt à nous entendre de ce point de vue-là en particulier. J'avais pas prévu de vous en parler, mais puisque vous évoquez le sujet, justement, encore une fois, vu de Roanne, vous en pensez quoi de cette fameuse autoroute qui est une arlésienne? Vous savez, ce matin, j'étais à Chalon-sur-Saône. J'ai fait Roanne, Chalon-sur-Saône, et après, nous avions une réunion en préfecture, donc à Saint-Étienne à 14h. Donc, je suis passé par par Lyon-Saint-Étienne. Ça roulait plutôt bien. Mais je suis conscient que tous ces Stéphanois qui travaillent à Lyon, qui sont obligés de faire les déplacements, et puis aussi des Lyonnais qui font l'inverse, je veux dire, se retrouvent embouteillés, stressés, dans des voies de communication qui ne sont plus adaptées, qui sont d'ailleurs dangereuses. On ne peut pas rester en l'état. Et là, c'est de la responsabilité de l'État de prendre des décisions, d'avoir le courage de prendre des décisions. Alors bien évidemment, si on considère que dès qu'il y en a un qui lève le petit doigt pour dire non, c'est pas bon pour l'environnement, c'est pas bon pour ceci, on ne fait rien, on ne fera plus rien dans notre pays. Mais je pense que c'est l'avenir économique qui doit primer. Vous savez, nous quand on s'est battu pour la 89, on a vu des gens qui habitaient à l'époque dans la banlieue lyonnaise, entre Tarare et Lyon, des élus qui venaient pour dire ne faites pas ça, ça va nous perturber, etc. Aujourd'hui, on ne les entend plus du tout depuis que l'autoroute est ouverte. Ils sont très heureux parce qu'ils n'ont plus ce trafic perturbant devant leur porte. Donc il faut voir que certes c'est peut-être pas agréable d'avoir une autoroute demain qui va passer dans un espace et il va falloir exproprier un certain nombre de personnes, mais c'est pour le bien commun. Et demain il y aura beaucoup plus de gens qui diront on a bien fait de l'avoir fait plutôt que de ceux qui diront on n'aurait pas dû le faire. Et est-ce que vous qui êtes habitué au combat politique, à l'expérience politique, est-ce que finalement c'est juste une décision politique? Bien sûr, c'est juste une décision politique.
Et qu'est-ce qui fait que, d'après vous, on dit un coup on dit que oui, ceux ou alors on fait un pas en avant, deux pas en arrière. Qu'est-ce qui fait que ça bloque finalement? Parce que moi j'ai l'impression que ça fait 50 ans qu'on en parle à Saint-Étienne et on la verra jamais. Mais c'était la même chose pour la 89, c'est encore la même chose pour la ligne LGV. C'est parce qu'on a des élus politiques, des ministres qui n'ont pas le courage de prendre une décision. Quand je suis maire, je prends des décisions, je sais que je vais rendre furieux certaines personnes. Quand on fait des travaux en plein centre-ville, on fait jamais l'unanimité. Mais après, la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que ce que je fais, c'est pour l'intérêt général ou pas? S'il y a l'intérêt général à défendre, eh bien, même si la décision est politiquement difficile à prendre, il faut la prendre. Très bien. Alors, on verra dans les mois qui viennent si ça bouge dans ce dossier. Mais j'ai l'impression que ça risque de traîner encore quelques temps. Hein. Vous savez, la 89, le gouvernement précédent, François Hollande, aurait dû prendre la décision en décembre 2014. Nous sommes quasiment pas tout à fait, mais en début 2018. 4 ans après, il ne s'est rien passé. Si on avait pris la décision en 2014, des travaux seraient déjà en cours. C'est pour ça qu'on... Pardon, je me suis trompé, pas la 89, la LGV. Ouais. Pardon. C'est pour ça qu'au niveau du citoyen de base, on a du mal à toujours comprendre ce qui se passe réellement, quoi. C'est pour ça que je fais appel à votre haute expérience pour nous guider. Allez, on passe à notre sujet. J'ai vu qu'il y a le bilan des chiffres qui sont relatifs à la sécurité de la ville qui sont tombés il n'y a pas longtemps. Et d'après ce que j'ai lu, il y a des chiffres qui sont plutôt bons à Roanne. Alors, est-ce qu'on peut en parler un petit peu? Ce sont des bons chiffres parce qu'effectivement, je pense que les élus qui travaillent avec moi ont pris les bonnes décisions. Lorsqu'on s'est lancé dans la campagne électorale de 2014, on ne s'est pas lancé en se disant tiens, un beau matin, on se lève, on va être candidat, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? Bon. On a travaillé pendant des mois et des mois avec des spécialistes. Je me suis entouré en termes d'élus de gens qui avaient la compétence. Mon adjoint en charge de la sécurité, c'est un ancien commandant de police. Mon adjoint en charge de la vidéoprotection, il est actuellement major à la CRS 34 de Roanne. Ce sont des policiers qui ont l'habitude du terrain. Et par conséquent, nous avons travaillé ensemble avec les Rouennais, les besoins, savoir on avait fait un constat de qu'est-ce qui se passait, comment ça se passait, dans quelles conditions, qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à faire baisser la délinquance. On a fait ces constats, on a mis en place un projet, on a lancé un grand programme de vidéoprotection, on a armé la police municipale, on a fait en sorte que nos policiers soient protégés par de la vidéo piétonne, on a formé nos policiers, on a développé les effectifs. Bref, nous avons accru les moyens que nous voulions consacrer pour améliorer la sécurité des Rouennais. Résultat, depuis 2014, la courbe s'est inversée et aujourd'hui, dans certains secteurs, dans les statistiques, parce que l'État tient des statistiques par rapport à toutes les plaintes, les dégradations, les violences, les homicides, eh bien, nous avons un carton plein, nous faisons baisser partout à Roanne la délinquance. Alors, on n'est pas parfait, hein. Il se passe encore malheureusement des choses. Le zéro défaut n'existe pas. Mais nous avons quand même obtenu des résultats qui vont au-delà de nos espérances. Et j'ai noté qu'il y avait 172 caméras. Absolument. Et c'est pas fini. Est-ce que ça a un effet, comment on peut dire, est-ce que ça a un effet dissuasif ou alors quel est exactement l'effet des caméras? Alors, pour être tout à fait honnête... On dit souvent que ça déplace les problèmes, les caméras. C'est certain. C'est certain que ça déplace les problèmes. Mais moi, je suis là pour m'occuper des Rouennais. Maintenant, si les maires autour de moi considèrent qu'ils ont de nouveaux problèmes, qu'ils travaillent avec nous, qu'ils mettent de la vidéo également chez eux, et du coup, la délinquance ira beaucoup plus loin. Bon. Maintenant, pour être tout à fait honnête, je pensais que la vidéoprotection aurait un effet plus dissuasif. Le problème, c'est que nos petits voyous, ils oublient qu'ils sont filmés. Ah oui, carrément. Ah oui, ils oublient. On en a même Ils oublient ou ils s'en foutent? Non, ils oublient. Parce que je vais vous raconter une anecdote. Pas très loin de l'hôtel de ville, nous avons une caméra. Un soir, je passe à pied, ils ne m'ont pas reconnu. J'avais un chapeau, tout ça. Bon. Vous étiez déguisé? Non, j'étais pas déguisé, mais bon, il faisait nuit. Bon. Et ils étaient en train de dealer sous la caméra. Et je dis à la personne qui marche avec moi, ils sont vraiment cons, ils dealent sous la caméra. Quand ils m'ont entendu dire ça, ils sont partis comme un paix sur une toile cirée. Bon. Ce qui fait qu'ils ne savaient pas qu'ils étaient sous une caméra. Mais résultat des courses, ils ont été rattrapés. Très bien. On a aussi une nouveauté au niveau de la police. Il va y avoir la police de sécurité du quotidien qui va entrer en vigueur dès la fin du mois d'avril à Roanne. Oui. Qu'est-ce que ça va changer aussi concrètement là? Ça va changer qu'on va avoir un peu plus, voire même davantage. Quand je dis un peu plus, c'est un mot inapproprié. On va avoir plus de présence physique policière dans les rues. Aujourd'hui, il faut savoir qu'à Roanne, la police qui est présente dans la rue, c'est la police municipale. La police nationale, on ne la voit qu'exceptionnellement. Et là, par décision effectivement donc de l'État, en accord avec le préfet, nous avons décidé de jumeler nos forces et donc nous aurons des patrouilles mixtes, un policier national, un policier municipal, ce qui va nous permettre de décupler donc nos efforts. Alors, moi j'étais contre la police de proximité voulue par le gouvernement si c'était une police de proximité menée par la ville.
Mais à partir du moment où, au contraire, des policiers nationaux qu'on voyait peu sur le terrain vont à nouveau revenir sur le terrain, je dis d'accord. Est-ce que c'est pas un peu, comme vous avez dit pour les caméras, ils oublient d'être filmés? Est-ce que ça va, cette présence policière, qu'on voit des policiers, ça va changer un petit peu les choses? Nos petits délinquants, ils ont une bonne vue. Ils ont peur de la, ils ont peur de la police. Ils aiment pas trop qu'on les regarde, qu'on regarde leur trafic, etc. Ouais. Là aussi, est-ce que ça fait aussi, j'ai l'impression, c'est un peu comme l'autoroute, j'ai l'impression que ça fait 50 ans qu'on en parle de cette fameuse drogue. Est-ce qu'il n'y aurait pas des solutions plus radicales? Je sais pas, peut-être, je l'ai entendu, mais c'est peut-être pas dans l'air du temps, mais il n'y a pas des drogues douces qu'on pourrait dépénaliser, qui éviteraient. Alors vous allez me dire, ça serait peut-être d'autres trafics. Est-ce qu'on ne peut pas trouver des solutions? Parce que on a l'impression que c'est un sujet aussi qu'on entendra pendant 100 ans, qu'il y aura des dealers qui vendront de la drogue. D'abord, il est évident, c'est une lapalissade que de dire qu'il y a des drogues plus dures que d'autres. Ça ne veut pas dire qu'il y a des drogues douces. Une drogue, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui fait que l'on s'accoutume. Et quand on s'accoutume à quelque chose, on a besoin de quelque chose de plus en plus fort. Et donc celui qui va commencer avec une drogue douce, entre guillemets, on sait qu'inévitablement, il va un jour tomber dans les drogues dures. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas laisser nos ados aller vers les drogues douces. Parce que c'est pas systématique, mais peut-être 80-90% de ceux qui ont touché à des drogues douces vont aller vers des drogues plus dures. Bon. Et c'est ça qu'il faut empêcher. Par contre, c'est vrai qu'on a un système répressif aujourd'hui qui n'est pas efficace. Parce qu'on ne peut pas avoir comme seule réponse à des trafiquants, à des usagers, que la prison. On ne va pas mettre derrière les barreaux quelqu'un qui effectivement fume un shit. Bon. Par contre, je pense qu'il faut le prendre au portefeuille. Et là, il faut qu'il y ait, là aussi, comme il y a une accoutumance, eh bien, il faut que la première des sanctions, elle soit financière. Le PV. Parce que ça, le PV, ça touche tout le monde. Et il faut payer. Si vous ne payez pas, après, vous êtes saisi. Et si vous êtes saisi, après que vous n'avez vraiment plus rien, vous êtes contraint, y compris à aller éventuellement en prison. Mais je pense que ça, c'est une des pistes qui a été notamment soulevée dans le rapport qui a été commandé par le gouvernement. C'est une piste à laquelle je souscris. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner, pour les chevronnés, la prison. Dernier sujet avant notre pause musicale, on a parlé de police, on va parler un peu d'armée, puisqu'à Roanne, c'est quand même une ville qui est aussi un des symboles de l'armée. Vous avez construit des chars. La construction militaire. Voilà, la construction. Hein. Vous avez construit des beaux, comment on appelle ça? Des chars. Des VBCI, voilà. Des chars Leclerc, des chars plus récents. Donc j'ai vu que récemment, il y a la ministre des Armées, Madame Florence Parly, qui est venue et qu'elle a confirmé qu'elle allait avoir des grosses commandes. Donc vous devez être content. Ah ben moi je suis content quand l'industrie locale se développe. 489 véhicules blindés, multirôles, légers. Ça, c'est la commande effectivement de l'État. Par ailleurs, nous avons remporté donc des marchés importants, notamment avec l'Arabie Saoudite. Et ça, c'est une excellente nouvelle. Vous savez, Giat, on a connu ça aussi à Saint-Étienne, est une entreprise qui a beaucoup souffert, beaucoup réduit ses effectifs. Aujourd'hui, on dira que Giat, maintenant Nexter, a mangé son pain noir. Le pain blanc arrive et nous avons entre 200 et 300 créations d'emplois dans les 2 ans qui viennent sur le site de Nexter. Et ça, c'est effectivement une excellente nouvelle pour Roanne. Là aussi, j'allais vous Mais ce n'est pas la seule. Vous allez nous en parler. Et j'allais justement vous poser la question, est-ce que ça crée de l'emploi? Donc vous m'avez parlé de 200 emplois supplémentaires. Entre 200 voire 300 emplois supplémentaires. Est-ce que c'est des familles nouvelles qui vont venir à Roanne s'installer avec des enfants pour les écoles, avec des consommateurs? Oui. En partie oui, bien évidemment, c'est ce que nous recherchons. Vous savez, Roanne a perdu beaucoup d'emplois et par conséquent a perdu beaucoup de population. Si l'emploi redémarre, et c'est le cas en ce moment, il y aura forcément de la population nouvelle. Vous avez parlé qu'il y avait d'autres bonnes nouvelles, tant qu'on y est, on a d'autres bonnes nouvelles. Vous savez, vous l'avez sûrement vu, nous avons une entreprise qui s'appelle SFAM qui a décidé de faire de Roanne l'un de ses pôles de développement. C'est une entreprise qui a repris un centre d'appel qui avait 200 collaborateurs. Aujourd'hui, ils sont déjà 500. Ils ont recruté en un an 300 personnes et ils projettent, avec la construction d'un nouveau bâtiment, d'être 1000 d'ici la fin de l'année 2019, début d'année 2020. Donc c'est là aussi une très belle entreprise qui va créer 800 emplois en quelques mois. Et puis nous travaillons actuellement sur d'autres entreprises. Au total, nous avons entre 1800 et 2000 emplois nouveaux qui sont en création nette sur l'arrondissement de Roanne. Saint-Étienne, ça n'était pas arrivé depuis 50 ans. Ouais, Saint-Étienne, on s'est tourné vers le design. Qu'est-ce qu'on peut dire de Roanne? C'est quoi le moteur ou le... Eh bien, Roanne, ce sont les technologies de l'information. Nous avons accroché une entreprise franco-israélienne, pour ne pas la citer, qui s'appelle Eolen, qui est cotée en bourse et qui a décidé de faire de Roanne une de ses bases de développement qui crée 100 emplois d'ici la fin de cette année. Donc, ce sont les nouvelles technologies, c'est l'agroalimentaire, c'est effectivement donc la mécanique, l'armement, c'est aussi la logistique.
et tout ce qui touche donc aux préparations de commandes. Vous savez, nous commandons tous les uns et les autres par Internet, et il faut aussi derrière qu'il y ait toute une organisation logistique nouvelle qui se mette en place, et ça c'est aussi bon pour notre économie locale, puisque nous avons la chance à Roanne d'être situé entre Clermont-Ferrand et Lyon, et au sud Saint-Étienne, et donc par conséquent, la nouvelle voie de communication qu'est la 89 pour nous est un outil de développement. Donc vous êtes happy. Eh ben, Happy, et c'est pour ça que j'aime bien cette chanson. Donc on écoute Happy de Pharrell Williams et on revient juste après pour la dernière partie. It might seem crazy what I'm about to say. Feel like that's what you want to do. Happy, comme le maire de Roanne, Yves Nicolin, qui est présent dans nos studios aujourd'hui avec Gilles Charles pour un nouveau rendez-vous, Gilles, avec la politique. Alors on va rester dans le sourire. Figurez-vous que j'ai rencontré quelqu'un il y a quelques heures qui m'a parlé d'un... Alors on va tout dire d'ailleurs, on va dire que c'est une radio amie, c'était un des directeurs d'une radio amie qui est chez vous aussi, qui s'appelle Active, qui m'a dit qu'il y avait un bébé qui s'était appelé Roanne. Ah oui, j'ai eu ça. Ouais. Alors j'ai eu des infos, mais j'aimerais que nous racontiez un peu cette histoire. L'histoire, c'est qu'il y a quelques années, un couple, pas du tout de la région, un couple originaire de Bretagne, je crois, ou du Finistère, était de passage à Roanne en allant passer ses vacances en Corse. Ils ont passé le temps d'un déjeuner, ils ont trouvé la ville charmante, les Rouennais agréables, serviables. Et ils ont été tellement sous le charme qu'ils se sont dit, un jour on appellera un de nos enfants Roanne. Et puis là, leur enfant est né, et ils ont demandé s'ils pouvaient. C'est une petite fille, on m'a dit. Hein. Oui, une petite fille. Et donc ils ont demandé s'ils pouvaient appeler leur enfant Roanne pour rendre hommage à la ville. Et donc en tant qu'élu, on a dit mais avec plaisir. Donc ils ont appelé effectivement leur petite fille Roanne. Il faut savoir que c'est le troisième enfant qui porte le prénom de Roanne en France, mais je ne suis pas sûr que les deux autres l'aient fait par rapport à la ville de Roanne. Vous avez prévu une cérémonie, des invités à un événement Apparemment, ils voudraient revenir peut-être l'été prochain. Donc, moi, bien évidemment, s'ils sont là pendant que je ne suis pas en vacances, il n'y a pas de souci. Je les recevrai avec plaisir, de façon à marquer le coup, effectivement. Donc, s'ils reviennent à Roanne et qu'ils en font un deuxième, ils vont peut-être l'appeler Mabli, alors. Ah, ça, je ne sais pas. Allez, on redevient sérieux après ce petit sourire. J'ai vu également qu'il y avait une incertitude, des inquiétudes, voilà le mot exact. On parle aussi, suite à la réforme de la carte judiciaire, qui fait peser donc de lourdes incertitudes sur le maintien du tribunal de grande instance, il n'y a pas de S, de Roanne. Mais quand on lit, c'est jamais bon à la radio. Donc il y a des soucis sur le tribunal aussi à Roanne. Il y a des soucis effectivement sur le tribunal, puisque le gouvernement a décidé de revoir l'organisation judiciaire, et le gouvernement la garde des Sceaux part d'un principe comme quoi il faudrait qu'il y ait un tribunal par département. Pour être plus efficace. Nous ne faisons pas partie de ceux qui considèrent que... Plus efficace avec un seul ? Oui. C'est curieux quand même. C'est curieux, effectivement, et moi je ne pense pas du tout cela. Et donc nous nous battons aux côtés des avocats, des magistrats, de tous ceux qui vivent avec le tribunal de Roanne, puisque bien sûr vous avez en France des petits tribunaux. Nous, il faut voir, vous le savez aussi bien que nous, Roanne, nous sommes à 80 km de Saint-Étienne, nous avons un bassin de vie. Il faut quand même savoir que l'arrondissement de Roanne a plus d'habitants que 23 départements français. Donc, je veux dire, nous sommes tout à fait légitimes. Nous pourrions être un département à nous tout seuls. Ça ne serait pas quelque chose d'extraordinaire. On n'a pas cette ambition-là. Mais tout ça pour dire qu'on a un bassin de vie qui mérite effectivement d'avoir un traitement normal, et donc d'avoir un tribunal, d'autant plus que nous avons la chance d'avoir, en termes de statistiques, des jugements qui se font plus rapidement qu'ailleurs. Donc si c'est pour tout concentrer sur un seul site, on a déjà vu les dégâts que faisait la fermeture du tribunal de Montbrison, en tout cas le transfert des affaires du tribunal de Montbrison à Saint-Étienne, avec des délais qui se sont rallongés, avec des temps de parcours des gens, aussi bien des justiciables que des professionnels, et ça a désorganisé la profession des avocats sur le secteur de Montbrison. Donc nous ne sommes pas du tout favorables. Bon, la députée qui est le petit doigt sur la couture du pantalon du côté du gouvernement, puisqu'elle est en marche, dit mais non, pas du tout, le gouvernement, le tribunal est sauvé, pas du tout. L'article de loi est même plus insidieux que cela, puisqu'il dit effectivement qu'il ne fermera aucun tribunal, mais que sur simple décret, il pourra transférer les affaires d'un endroit à un autre. Ce qui fait que ça peut se faire en catimini en disant toutes les affaires peuvent aller à Saint-Étienne. Nous n'en voulons pas, et donc nous allons continuer à nous battre pour faire en sorte de maintenir le tribunal. D'autant plus qu'à Roanne, nous avons quand même une prison de 600 places. Ce n'est pas rien, et par conséquent, ça voudrait dire qu'il faudrait réorganiser toute la chaîne judiciaire si nous devions donc traiter les choses de Saint-Étienne. Et si on met l'effet inverse, ça veut dire que si les affaires de Roanne sont jugées à Saint-Étienne, ça sera encore plus long pour les affaires à Saint-Étienne. En plus.
Donc ça, finalement, je vois pas où sont les solutions, je vois que des problèmes. On peut en tout cas se poser Et des puis questions. on encombrera les routes parce qu'il faudra déplacer les détenus de Roanne jusqu'à Saint-Étienne. Donc Oui, encore si vous faites les réponses en même temps que les questions. Non, mais je suis un citoyen, donc je me pose Eh aussi bien souvent sûr. des questions. Et puis j'ai une chance, c'est que moi je suis libre. Je peux dire ce que je veux. Oh, bah, Enfin, rassurez-vous, dans les ma élus limite. que nous sommes libres aussi. On va justement Faut juste avoir venir- le courage de s'exprimer. c'est on tout. va justement venir à la politique. On peut pas y échapper. Hein. Quand vous étiez venu là en 2016, on était avant les primaires et vous étiez un soutien, même un ami, je pense, de Ah oui. Nicolas Sarkozy. Un intime, oui. Cette semaine, on a eu l'actualité avec toute une histoire judiciaire avec la Libye. Vous en pensez quoi? Quelle est votre réaction? Et est-ce qu'on peut aussi être un peu au-dessus, j'ai l'impression? Parce que j'ai l'impression que c'est un peu comme toujours la politique. Quand on est dans un camp, on est forcément d'accord avec son camp. Est-ce que là aussi, la justice, elle doit pas être libre, elle doit pas faire son travail? Et puis s'il est jugé innocent, eh ben, il sera innocent. Et puis voilà. Oui, tout à fait. Après, la difficulté, vous savez, on dit souvent, mais il ne faut pas que les politiques soient traités différemment des citoyens. On est tout à fait d'accord. Lorsque vous êtes un citoyen, par contre, vous ne faites pas la une des journaux. C'est-à-dire que vis-à-vis de votre entourage, de votre famille, il y a une certaine réserve par rapport à l'anonymat. Quand on est un politique qui est visé par la justice, c'est pas le cas. Hein. Donc ça fait des ravages colossaux, je sais, moi j'ai été traîné dans la boue, j'ai eu des affaires qui se sont heureusement pour moi très bien terminées, mais c'est très difficile à vivre, non pas pour nous-mêmes, parce que comme le disait Nicolas Sarkozy hier sur le plateau de TF1, il est, comment dire, entre guillemets, blindé à titre personnel, il est capable de se défendre seul, mais derrière vous avez votre entourage, vos amis, votre famille, et eux ils dégustent, notamment les enfants. Moi je connais Nicolas Sarkozy, mais je ne vis pas avec lui, je ne sais pas ce qu'il a fait ou pas fait. Par contre ce que je sais, c'est pourquoi donne-t-on plus de crédit à des gens dont il a été prouvé qu'ils étaient terroristes, assassins, voleurs, condamnés, et qui portent des accusations contre Nicolas Sarkozy, et qu'on les met sur le même pied d'égalité qu'un ancien président de la République qui, est certes, a été inquiété par la justice, mais qui, jusqu'à présent, a été à chaque fois blanchi. Pourquoi est-ce que l'on donne du crédit à ces accusations qui sont, on le voit bien, totalement fantaisistes? Mais qui donne du crédit? Les médias? Ah ben, les médias, bien sûr, et la justice également. Parce que la justice, on ne sait pas Vous savez, exactement moi, qu'est-ce qu'ils ont je peux en parler entre les puisque mains. l'affaire, moi, a été jugée. On m'a accusé d'avoir utilisé un article du Code des marchés publics qui n'était pas en vigueur au moment où je l'ai utilisé. Et c'est quand même la justice, et j'ose le dire, un procureur incompétent, il m'a reproché d'avoir utilisé un article du Code des marchés publics de 2004, alors que les choses que l'on me reprochait ont été faites en 2003, que c'était un autre code, celui de 2001, qui s'appliquait. Quand on a affaire à des gens qui ont si peu de compétences, on peut aussi s'interroger. Donc l'avenir tranchera. L'avenir tranchera. Est-ce Il faut simplement que ça soit fait de façon pour revenir sereine. à la politique, est-ce que vous avez été déçu par les primaires? Parce que beaucoup Oui. de gens aujourd'hui nous disent, comme à gauche comme à droite, que finalement ça sert à rien les primaires. Oui, bah, vous savez, moi je vais être honnête, hein, j'ai fait partie de ceux qui ont dit que les primaires seraient une bonne idée, si on les faisait. Mais je vais vous dire, j'ai pensé à la même chose. Et je me suis rendu compte à l'usage que c'était pas une bonne idée. Pourquoi? Parce que les primaires ont été polluées. Elles ont été polluées notamment par des gens qui sont venus voter alors qu'ils ne se réclamaient pas de la droite et du centre. On a eu des hordes de gens de gauche qui sont venus arbitrer et virer, en particulier Sarkozy. Vous pensez que c'est les gens de gauche qui ont viré Sarkozy au primaire? Bah, je sais pas, il n'y a pas que, mais eux aussi. Donc je veux dire, quand à la limite les primaires, ça pourrait être l'occasion de se dire on va laver notre linge sale en famille, mais qu'on lave en famille. Oui, mais quand On ne lave pas avec la voisine du palier d'à côté. quand on organise des primaires, pourquoi c'est pas les gens avec leur carte du parti Ah qui bah à ce votent? moment-là, c'est plus des primaires, ça s'appelle un parti politique. La difficulté, c'est que dans notre pays, il y a plusieurs partis politiques qui expriment des tendances. À droite, vous aviez les Républicains, vous aviez l'UDI, C'est vous très avez compliqué aujourd'hui. bon voilà, mais c'est compliqué dans toutes les formations. Hein. Et donc c'est vrai que si à l'époque l'UMP, les Républicains avaient décidé de choisir en faisant voter leur candidat comme ça se passait avant, on aurait dit bah oui, mais c'est le candidat des Républicains, mais pas de la totalité de la droite. Bon, bref, toujours est-il qu'aujourd'hui, c'est un système, je pense, qui a fait long feu, qui ne sera plus réutilisé. Parce que si on rétrospectivement, Alain Juppé était président de la République. Donc les primaires, elles ont bien servi quand même à quelque chose, puisqu'elles l'ont éliminé. Comment vous avez vu analyser ça, vous? Vous savez, moi, des gens qui sont à un moment donné désignés comme étant 6 mois, 1 an avant, vous verrez, c'est lui qui sera président de la République, ça s'est toujours avéré faux. Mais C'est je vrai. dis bien C'est toujours. vrai. Donc, Alain Juppé, effectivement, était au firmament des sondages à un moment donné. Et sauf que le jour de l'élection, c'est différent. L'élection aurait eu lieu, l'élection présidentielle, je parle, aurait eu lieu
8 jours plus tard, est-ce que on aurait eu au premier tour le duel Macron, enfin au deuxième tour le duel Macron-Le Pen et pas le duel Macron-Fillon? Quel aurait été le résultat avec un tel duel? Donc je veux dire, d'un jour à l'autre, les choses peuvent changer. Et par rapport aussi à toute cette story, j'allais dire, si c'est un mot anglais, tant pis, Fillon, vous avez suivi ça comment vous, dans votre siège, vous vous êtes dit quoi? C'est du n'importe quoi? C'est un complot? Comment vous l'avez vécu? Très mal, parce que d'abord, moi j'ai très mal vécu le premier discours de Fillon au mois d'août 2016, dans lequel il disait « Vous imaginez le général de Gaulle mis en examen ». Et je lui ai à l'époque envoyé un texto que j'ai gardé, en lui disant « C'est pas digne de faire cela, parce que tu ne sais pas demain si un jour tu ne seras pas mis en examen. » Tout est dit. Tout à fait. Tout est dit. Alors on va enchaîner. Il ne faut pas reprocher aux autres. Enfin, on peut faire des tas de... Je dis souvent de façon triviale, quand on veut grimper au cocotier, il faut avoir les fesses propres. On dit souvent cette phrase-là qui est assez juste. Tout à l'heure, vous avez parlé brièvement de votre remplaçante, j'ai envie de dire, la nouvelle députée qui a pris votre siège, Nathalie Sabre. Elle n'a pas pris mon siège, puisque moi j'avais décidé au mois de novembre de ne pas me représenter. Donc je savais que je ne serais pas député. Oui, normalement ça aurait dû être votre suppléante, Clotilde Robin, qui s'est battue. J'ai présenté ma suppléante, j'étais moi-même son suppléant, et elle aurait normalement dû gagner. Elle n'a pas gagné, c'est la vie démocratique. Justement, là aussi, de Saint-Etienne, on n'a pas toutes les clés de Roanne. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'on avait l'impression que c'est la vague République En Marche qui a tout balayé aussi à Roanne. Évidemment, nous avons vécu un tsunami, mais pas seulement à Roanne, dans quasiment toute la France. On a 2 députés qui ont résisté à Saint-Etienne et à Firminy. Vous avez 2 députés qui ont résisté. Oui, Dino Cinieri qui s'est battu et Joannico qui a gagné de peu, mais qui a gagné. C'est vrai. Et puis dans le Rhône, je crois qu'il y avait une dizaine de députés de droite, il n'y en a plus qu'un, il n'y en a plus que 2. Donc je veux dire, on a quand même eu plus qu'une bourrasque, une vague qui a tout emporté sur son passage. Et d'ailleurs, c'est quelque part, alors bien évidemment, je ne suis pas là pour dire ce n'est pas démocratique, mais ça en dit long sur les pratiques des électeurs. Quand vous savez, être élu, c'est pas seulement avoir des honneurs, c'est tout un travail derrière. Et quand on fait campagne, on vient prendre la température, on vient essayer de comprendre ce que sont les ennuis, les difficultés, les projets des gens, pour essayer de porter justement leur voix. Et donc pour cela, il faut les connaître. Nous avons, avec Clotilde Robin, fait une campagne pendant des mois et des mois. Nous avons sillonné la circonscription, rencontré des dizaines de milliers de personnes. Résultat des courses, ce travail n'a pas été couronné de succès, puisque c'est une personne qui, 3 semaines avant le premier tour, n'était même pas candidate, qui est sortie de nulle part, qui n'a fait aucune réunion publique, qui n'a distribué aucun document, qui n'est allé voir personne et qui a été élue. Eh bien, je dis que ceux qui ont voté pour elle, je les félicite, mais par contre, aujourd'hui, s'ils ne sont pas contents du gouvernement, c'est bien fait pour eux. Parce que... alors je vais peut-être dire des bêtises, mais tant pis, j'aime bien en dire. On est déjà dans la bataille, déjà je vois Saint-Etienne, cette semaine on a eu pas mal de polémiques, déjà sur les municipales qui se présentent. Et par rapport à Roanne, j'avais vaguement entendu que ça aurait pu être Laure Desroches avec l'étiquette La République En Marche qui se présente. Donc elle aurait très bien pu être élue aussi. Donc on a l'impression que c'est toujours un peu les mêmes qui sont là avec des étiquettes différentes. Non, parce que je pense que, vous savez, on a beaucoup dit que dans ces élections, le dégagisme a beaucoup joué. Et je pense que Laure Desroches avait une image suffisamment dégradée à Roanne et elle a eu la prudence de ne pas insister pour être candidate. Et que d'ailleurs l'équation a marché, quelqu'un qui était inconnu. Laure Desroches aurait été candidate, elle n'aurait pas gagné. J'aurais préféré que Laure Desroches soit candidate. Et je suis même convaincu que nous aurions conservé cette circonscription. Maintenant, Laure Desroches est désormais, après avoir été quelqu'un qui a énormément défendu François Hollande et le Parti Socialiste, a décidé de soutenir M. Macron, de changer de veste. C'est son affaire. Maintenant, elle défend effectivement En Marche. Elle est l'une des responsables dans ce département donc du mouvement. Eh bien, mais si elle souhaite être candidate au municipal à Roanne, mais elle est totalement libre et j'en serais très heureux. Alors, si vous en parlez, et je vais poser 2 questions sur les municipales de 2020. Est-ce que déjà on se projette en se disant je vais me représenter ou j'étudie la chose? On y réfléchit. On y réfléchit. On y réfléchit et vous savez, comme je le disais, lorsqu'on lance des gros projets, ça prend du temps. Moi, j'aimerais, quand on lance un projet, 24 heures après, que les travaux démarrent. Mais on est dans un pays où il faut respecter des règles, des appels d'offres, des procédures, des études, etc. Et généralement, pour pouvoir lancer un gros projet et le faire aboutir, moi, quand j'ai lancé le Scarabée, je l'ai lancé dès 2001,
lorsque j'ai été élu en 2001, il n'a été inauguré qu'en 2008, c'est-à-dire 7 ans après. Lorsque j'ai lancé le projet de multiplex, on l'a lancé en 2001, il n'a pu ouvrir que, là encore, en décembre 2007. Il faut entre 6, 7 et 8 ans pour faire aboutir de gros projets. Un hôpital, c'est 10 ans. Bon. Donc ça veut dire que les mandats d'élus, souvent, ne suffisent pas, quand on a 4 ans, 5 ans ou 6 ans pour un mandat municipal, à mener à bien tous les projets. Donc il peut être légitime, il peut être légitime d'avoir envie de poursuivre l'action pour pouvoir justement terminer ce qu'on avait engagé de faire. Donc c'est une question qui se posera forcément le moment venu. Je vais vous dire précisément quand est-ce que je vais me poser la question et quand est-ce que je vais poser à mes élus la question. Ça sera au mois de septembre 2018. On y est presque. En rentrant de vacances, je vais tous les voir pour leur dire qu'est-ce que tu souhaites faire. Et moi, je me poserai la question et j'annoncerai effectivement si je repars, si je souhaite être candidat, s'ils souhaitent eux-mêmes d'ailleurs que je sois leur chef d'équipe. Parce que si j'ai une équipe qui me dit, écoute, nous on veut bien repartir, mais pas avec toi, et qui sont majoritaires là-dessus, moi je suis quelqu'un de très démocratique, hein. Je ferai sans eux. Enfin, je ne ferai pas avec eux. J'ai bien compris. Mais lapsus non révélateur. Mais vous, personnellement, vous avez envie de faire un nouveau mandat? Aujourd'hui, si effectivement, parce qu'en plus c'est passionnant, comme je vous disais, les choses sont en train de bouger beaucoup à Roanne, beaucoup d'emplois se créent. Moi, effectivement, j'ai envie de poursuivre. Et vous n'avez pas peur de cette vague République En Marche aussi dans 2 ans? Pas du tout. J'ai vaguement entendu que Mme Riamon serait peut-être candidate. Est-ce que vous avez Elle est tout à fait légitime à être candidate. Vous êtes serein, vous avez un bilan, vous avez un projet. C'est une chose que j'ai appris en vie publique. C'est de pas être serein. C'est de pas être serein. Vous savez, j'ai péché par orgueil une fois. Hein, j'étais convaincu que nous allions gagner en 2008, être réélus. S'il y a une chose que j'ai appris, c'est qu'il ne faut surtout pas être serein. Et je ferai campagne comme si c'était la première fois. Donc je ne suis pas serein. On peut avoir envie de vouloir poursuivre l'action qu'on a décidé d'engager. Ça, c'est une chose. Il faut trouver la bonne équipe qui va aller avec. Il faut que tout le monde ait envie de le faire. Et si ces conditions sont réunies, pourquoi pas? Par contre, il est clair, et ça je l'ai déjà annoncé, que si je devais repartir aux élections municipales, ça serait pour un dernier mandat. Donc si vous êtes candidat, c'est le dernier? Oui, parce qu'aujourd'hui j'ai 55 ans et qu'en 2020, donc j'aurai 57 ans. Et 57 ans plus 6, ça fait 63 ans. C'est l'âge de prendre peut-être sa retraite. Très bien, parce qu'on a beaucoup de politiques qui ont l'impression qu'ils sont un peu collés au siège. Moi, je pense franchement, à 65 ans, il faut arrêter. Très bien. J'ai une dernière question politique et puis après on finira sur des sujets plus joyeux. On a eu aussi dimanche dernier l'élection de Poutine. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez là aussi? On a un peu cette impression en France d'avoir une version pareille des médias où tout est négatif, tout est du côté Poutine et du côté absolument. Trump. Et c'est des gens qui ont été élus par leur peuple. Alors on a toujours un peu l'impression de ne pas tout comprendre. J'ai un avantage sur beaucoup de Français, c'est que j'ai d'abord une sensibilité particulière vis-à-vis de la Russie. C'est pour ça que je vous pose la question. J'ai adopté 3 enfants en Russie. Je conserve des liens très étroits avec ce pays. Bien évidemment que nous n'avons aucun chef d'État parfait. Que Vladimir Poutine est un homme qui a transformé son pays. Véritablement transformer son pays. Et ce n'est pas simple parce que c'est un pays gigantesque. Vous savez, les États-Unis, c'est un grand pays, mais la Russie, c'est un immense pays. Et donc, c'est un homme qui est certes un président à poigne, mais qui est quand même réélu démocratiquement avec plus de 76% des voix au premier tour. Après, c'est quand même Non, les chiffres. Vous avez, ça a duré 24 heures où on a entendu qu'il y aurait eu des bourrages d'urnes. 24 heures. Il y a des observateurs internationaux, des observateurs de la communauté européenne. Aucun rapport en ce sens n'a validé cela. Bon, l'Europe va observer toutes les élections dans tous les pays démocratiques. Hein. Eh bien, vous avez vu un rapport sorti de l'Europe là-dessus? Rien du tout. Non, donc, mais de toute façon, quand bien même vous avez dans certains endroits, parce que c'est peut-être possible, je ne le nie pas. Effectivement, quand on voit qu'en Crimée, que dans certaines régions, il a fait un score détonnant. Mais quand bien même vous enlevez cela, c'est quand même quelqu'un qui est élu avec plus de 55-60% au premier tour. Ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que le peuple russe n'est pas si mécontent de son président. Oui, donc moi, je dirais, arrêtons de charger Poutine. Essayons de travailler intelligemment avec lui, parce que la France a tout intérêt à être un partenaire ferme et ambitieux, mais sincère de la Russie. J'ai quand même noté que son principal opposant n'avait pas le droit de se présenter quand même. Oh ben il en a eu des opposants. Oui, mais le principal n'avait pas le droit, il était invalidé. Bah oui, mais vous savez, demain, regardez, si demain vous avez un candidat qui est inquiété par la justice, qui est condamné, il ne pourra pas se présenter en France non plus. Quelqu'un qu'on aurait offert des costumes, des choses comme ça, non?
Je ne suis pas dans le ragot, moi. Juste une dernière chose alors, parce qu'on est dans la politique réelle. Un an après, vous en pensez quoi de notre président Macron ? Il a une qualité, il a su rajeunir la vie politique nationale et il a su s'entourner d'une équipe de trentenaires. Et ça, c'est une bonne chose. Alors, pas tous, hein, le maire de Lyon n'est pas un trentenaire. Hein. Oui, c'est vrai qu'il aussi, il a un petit peu il donne effectivement, à l'international notamment, l'image d'un président et d'une France plus dynamique. Maintenant, moi, je soutiens d'abord les propositions qui vont dans le bon sens. On dit qu'il fait une politique de centre-droit, vous devez être à peu près satisfait, non ? Non, parce que, non, alors je vais donner un exemple précis. Il a réformé l'impôt sur la fortune et il a fait l'erreur magistrale d'exclure de sa réforme les biens immobiliers considérant que ça ne crée pas d'emploi. Ah ben, si dans notre pays on considère que l'immobilier ne crée pas d'emploi, c'est quand même le premier employeur du pays. Bon. Et d'ailleurs, les mesures qu'il a prises sont extrêmement néfastes pour Saint-Étienne et pour Roanne en particulier, puisqu'on voit disparaître le Pinel, qui était la seule façon d'attirer des investisseurs lyonnais dans nos villes. Et donc on a gelé, voire annulé des projets immobiliers. C'est pas bon. Mais après, je pourrais aussi vous dire que la CSG, je ne partage pas. C'est vrai que les retraités ne payent pas le même taux de CSG que les actifs. Mais là, la correction est brutale. Quand on a une correction qui touche également les personnes handicapées, je trouve que là, c'est quand même pas très correct. Donc, il y a plein de mesures que je combats, et c'est la raison pour laquelle, moi, aujourd'hui, je ne peux pas accorder ma confiance à ce président de la République, même si je suis capable de reconnaître que certaines mesures qu'il mène vont dans le bon sens. Je partage avec lui sa volonté de réformer la SNCF, mais jusqu'au bout. On a quand même appris la semaine dernière que la réforme de la SNCF allait préserver les cheminots et leurs familles des billets gratuits dont ils bénéficient et qui touchent 2 millions de personnes dans notre pays. C'est la France. Voilà. Donc une vraie réforme de la SNCF, oui, mais si c'est pour s'arrêter au milieu du gué, non. Allez, on va terminer avec quelques petites questions. J'ai noté que hier, vous avez inauguré le festival du court-métrage qui s'appelle le Cinécourt Animé. C'est d'ailleurs la 9e édition. Alors, en quelques mots, c'est quoi ce festival ? C'est des courts-métrages qui sont axés sur n'importe quoi, j'allais dire, ou sur la ville de Roanne, ou sur des thèmes bien précis ? C'est un festival international qui rassemble des créateurs de cinéma, de courts-métrages qui viennent de dizaines de pays différents. Et pendant 4 jours, je crois, du 23 au 25, les gens vont se gaver de courts-métrages, mais dans différents domaines, que ce soit du cinéma d'animation, que ce soit du cinéma donc d'acteurs. Bref, on est en ébullition. Et je le dis d'autant plus que ce n'est pas moi qui ai créé ce festival, c'est l'équipe de mon prédécesseur, Laure Desroches, qui l'a créé. C'est la 9e année et nous l'avons poursuivi, amplifié, parce que c'est une très belle manifestation. Hier soir, donc c'était blindé. Il y avait un monde fou et une ambiance formidable. Et ben, je pense que ça va durer durant tout le festival. Donc j'invite tous les Stéphanois à vite aller sur le site de Roanne Agglomération et de la ville de Roanne, le site internet, pour aller vite visionner les films du ciné. Est-ce qu'on prépare d'autres projets aussi de cette ambition comme On en a déjà avec. Je sais qu'il y a la table ouverte qui Roanne Table ouverte qui a lieu tous les mois d'octobre. Et là aussi, il faut s'y prendre à l'avance. Dès que vous avez le programme, venez passer un bon moment culinaire, culturel à Roanne. Il y en a sur tout le mois d'octobre dans des dizaines de restaurants. C'est un très très beau moment. Et c'est un festival qui est reconnu nationalement et que nous allons probablement au mois de septembre lancer à Paris. Alors Roanne, on ne peut pas oublier aussi un sport qui est bien présent à Roanne, c'est le basket. Je me souviens, il y a 2 ans, vous aviez un peu envoyé une petite pique à M. Reynaud parce que Saint-Chamond aussi affrontait Roanne. On en est où à Roanne au niveau du basket ? On se prépare peut-être à monter en Pro A. Aujourd'hui, nous faisons une fin de saison fantastique. C'est ce qu'on voit sur les réseaux. Grâce à un très beau recrutement, une équipe qui est éblouissante. Mardi soir, donc 40 points quasiment d'écart avec notre adversaire. Nous rejouons dimanche à 17h. La Halle des Sports en plus est blindée. Vous savez qu'on fait partie des 3 clubs de France, division A et B confondus, à avoir le plus grand nombre de spectateurs à chaque match. Vous avez ici à Saint-Étienne le chaudron vert. Nous avons le chaudron bleu. Vous jouez en bleu ? On joue en bleu et blanc.
on va dire. Mais on appelle ça le chaudron bleu. Et vraiment, il y a une ambiance incroyable. Et même les équipes qui viennent, l'autre jour, on a accueilli l'équipe de Vichy. Et on avait des joueurs qui ont laissé, pas des joueurs, des spectateurs qui ont laissé sur les réseaux sociaux des messages pour dire si à Vichy, on avait une ambiance comme ça. Et le gars disait moi, je vais venir assister au match de Roanne plutôt que d'aller au match de Vichy. Comme quoi, il y a quelque chose qui se passe. Et là, nous sommes actuellement troisième du championnat, puisque les 2 premiers sont ex-aequo, à 1 point des 2 leaders. Et je pense que dans les 2-3 prochains matchs, nous avons tout à fait la capacité de devenir premier. Alors on va suivre cela. Si j'ai bien compris, finalement, Roanne, c'est la ville qui bouge. C'est la ville qui bouge, c'est l'Eldorado donc de la région Rhône-Alpes, peut-être même un jour le 10e arrondissement de Lyon. Ou de Saint-Étienne. Saint-Étienne sera le 11e. D'ailleurs, là aussi on change, mais on va essayer d'être bref. Vous voyez comment Saint-Étienne Métropole, ce grand développement? C'est un atout pour Roanne aussi? Je suis favorable à des agglos qui est une taille importante. Parce que si nous voulons mener de grands projets pour nos agglos, avec des projets d'investissement structurants, on ne peut pas le faire tout seul. Saint-Étienne ne peut pas le faire tout seul, et ce sont des projets qui profitent à tout le bassin économique. Donc moi je suis favorable effectivement à la métropole de Saint-Étienne. Dernier mot pour finir, on a quelqu'un de chez vous qui est très célèbre, qui est venu s'installer à Saint-Étienne, qui fait des brioches magnifiques. Oui. C'est Pralus. Un petit mot sur Pralus. Il n'est pas venu s'installer, il est venu vous permettre de déguster plus facilement un mets. Une fois qu'on a goûté, on devient pour le coup dépendant, et je ne sais pas s'il ne va pas le classer dans les drogues douces. Très bien. En tout la cas, praluline. La praluline. Et juste pour terminer, vous avez aussi du côté de Roanne une entité, c'est la tête de veau à Ambierle. Alors pour être allé la manger avec le président du département, moi qui n'ai jamais mangé de tête de veau. Tellement de spécialités culinaires. Et c'est un personnage en plus. Ah oui, vous voyez, c'est le petit café là. Tout à fait, absolument. Qui est le long de la petite route. Oui, Georges Ziegler connaît bien cet établissement. Il connaît très bien, et on est reparti. Alors moi, si vous faites de la pub, je vais faire un petit mot, une petite dédicace à un ami qui est aussi du côté de Renaison, que vous devez bien connaître aussi, puisqu'on m'a dit qu'il vous y lit souvent. Cabaret Saint-Martin. C'est le Cabaret Élégance. Élégance, absolument. Avec mon ami Frédéric Arnaud. Et nous avons fait les vœux au personnel de l'agglomération et de la ville de Roanne au mois de janvier dans ce cabaret. C'était splendide. Un lieu magnifique. En tout cas, Yves Nicolin, merci beaucoup d'être venu pour cette seconde fois dans les locaux de Loire FM, qui sont tout neufs, vous avez vu. Magnifique. Et puis on vous attend pour la 3e fois pour annoncer peut-être votre victoire en 2020 ou alors autre chose. Non, pendant la campagne. Peut-être pas vous inviter tous les 6 mois, non? Si, moi je suis pour. Vous reveniez? Oui, très bien sûr. Allez, merci beaucoup. À très bientôt. Merci, au revoir. Channel that